Chapitre 11. Un pacte de chevalerie. Une fois qu'il eut conclu ses affaires en Syrie, Abu Talib s'en retourna à la Mecque avec son neveu, lequel reprit la vie solitaire qu'il menait auparavant. Ses oncles, cependant, veillaient à ce qu'il acquît, de même que Abbas et Hamza, quelques pratiques de maniement des armes de guerre. Il était visible que Hamza serait plus tard un homme de forte carrure, doué d'une grande force physique. Il avait déjà une bonne pratique de l'escrime et de la lutte. Mohammed était de taille et de force moyenne. Spécialement doué pour le tir à l'arc, il promettait de devenir un excellent archer, à l'exemple de ses grands ancêtres Abraham et Ismaël. Il avait pour cela un excellent atout dans l'acuité de sa vue qui lui permettait, disait-on, de compter au moins 12 étoiles dans la constellation des Pléiades. Au cours de ces années, les Quraysh n'avaient été engagés dans aucune guerre, si ce n'est dans un conflit épisodique et intermittent que l'on en vint à désigner sous le nom de guerre sacrilège, parce qu'elle avait éclaté durant un des mois sacrés. Un dépravé de la tribu des Kinana avait tué par traîtrise un homme des Amirs, l'une des tribus hawazines du Najd, et s'était réfugié dans la citadelle inexpugnable de Khaybar. Les événements avaient suivi leur cours habituel chez les gens du désert. L'honneur réclamait la vengeance, et la tribu de la victime attaqua donc Kinana, la tribu du meurtrier. En tant qu'alliés de Kinana, les Quraysh furent impliqués dans ce conflit sans gloire, qui traîna en longueur pendant 3 ou 4 années, au cours desquelles il n'y eut que 5 jours de véritables combats. Le clan de Hashim avait alors pour chef Zubayr, frère germain comme Abu Talib, du père de Muhammad. Zubayr et Abu Talib emmenèrent leur neveu Muhammad avec eux à l'une des premières batailles, bien que, selon leur dire, il fût trop jeune pour se battre. On lui permit toutefois d'aider les combattants en ramassant les flèches ennemies qui avaient manqué leur but et en les remettant à ses oncles pour qu'ils les réutilisaient contre leurs adversaires. Mais au cours d'une des batailles qui suivirent, dans laquelle les Quraysh et leurs alliés avaient nettement le dessus, on lui permit de faire valoir ses talents d'archer et on le complimenta pour sa bravoure. La guerre contribua à attiser le mécontentement croissant que les communautés sédentaires éprouvaient souvent vis-à-vis de la loi du désert. La plupart des chefs qurayshites avaient voyagé jusqu'en Syrie et avaient pu observer par eux-mêmes la relative équité qui régnait dans l'Empire romain. En Abyssinie également, il était possible d'obtenir justice sans avoir recours à la guerre. Mais il n'existait pas en Arabie un système de loi comparable qui permit à la victime d'un crime ou à sa famille d'obtenir réparation. Et il était naturel que cette guerre sacrilège, comme les conflits qui l'avaient précédée, amena bon nombre d'esprits à réfléchir aux moyens qui pourraient empêcher la répétition de ces tristes enchaînements. Au demeurant, le résultat dépassa cette fois le stade des réflexions et des paroles. Du côté des Quraysh, la plupart étaient résolus à prendre des mesures pour éviter la guerre, et leur sens de la justice fut mis à l'épreuve par un incident scandaleux qui se produisit à la Mecque au cours des quelques semaines qui suivirent la fin des hostilités. Un marchand du port yéménite de Zabid avait vendu ses marchandises de valeur à un notable du clan de Sam. Après en avoir pris possession, le Samite refusa de payer le prix convenu. Le marchand lésé était inconnu à la Mecque, ce que l'autre savait bien, et il n'avait dans toute la ville ni associé ni protecteur qui puisse lui venir en aide. Comme il n'était pas homme à se laisser intimider par la morgue et l'insolence de son adversaire, il se plaça sur le versant du mont Abu Kubays et ameuta l'ensemble des Quraysh, les exhortant d'une voix forte et éloquente à lui rendre justice. Il y eut une réponse immédiate de la part des clans qui n'avaient pas d'alliance traditionnelle avec Sam. Les Quraysh aspiraient par-dessus tout à être unis, sans considération de clan. Mais à l'intérieur même de cette union demeurait la conscience aiguë du clivage qui s'était produit lors de la succession de Qusay et qui les avait partagés en 2 groupes, les gens du parfum et les confédérés. Or Sam faisait partie des confédérés. À l'autre groupe, celui des gens du parfum, appartenait un des hommes les plus riches de la Mecque. Abdallah ibn Joudan, chef de Taïm, qui mit sa vaste maison à la disposition de tous les hommes épris de justice qui voudraient s'y réunir,
Parmi les gens du parfum, tous acceptèrent l'invitation à l'exception des clans de Abdu Shams et de Naufal. Les clans de Hashim, Muttalib, Zuhra, Asad et Taïm étaient tous bien représentés, et Hadi, qui avait été l'un des confédérés, vint se joindre à eux. Ayant décidé après un débat animé qu'il était impératif de fonder un ordre de chevalerie destiné à faire respecter la justice et à protéger les faibles, ils se rendirent ensemble à la Kaaba où ils versèrent de l'eau sur la pierre noire et la recueillirent dans un récipient. Chacun but de cette eau consacrée et, la main droite levée au-dessus de leur tête, ils firent serment que désormais, chaque fois qu'un abus de pouvoir serait commis à la Mecque, ils feraient corps aux côtés de l'opprimé contre l'oppresseur jusqu'à ce que justice soit rendue, que l'opprimé soit un homme des Quraysh ou qu'il soit étranger. Sur quoi le Samite fut contraint de s'acquitter de sa dette et aucun des clans qui s'étaient tenus à l'écart du pacte n'offrit de lui venir en aide. Zubayr, du clan de Hashim, était avec le chef de Taïm un des fondateurs de cet ordre, et il avait amené avec lui son neveu Muhammad, lequel prit part au serment. Des années plus tard, celui-ci raconta: J'étais présent dans la maison de Abdallah ibn Judan lorsque fut conclu un pacte si excellent que je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Et si maintenant en islam on me demandait d'y participer, j'acquiescerai avec joie. Un autre de ceux qui assistèrent à l'événement fut le cousin germain de Abdallah ibn Judan, Abu Quhafa, du clan de Taïm, lequel était accompagné de son fils Abu Bakr, d'une année plus jeune que Muhammad, et qui devait devenir son ami le plus intime.